d'autochtones en fait que de locaux. Comment se fait-il que voilà, ce sont plus les autres qui sont plus enclins à prendre le risque de venir investir chez nous plutôt que nous? Moi, je me dis que dans la vie est un risque. Les gens, ils sont courageux, ils se disent qu'ils vont investir, ça passe ou ça casse. Notre Africain a tellement vécu des guerres, des mutineries, a tellement vu ses entreprises cassées, brûlées, qu'ils se disent ça sert à quoi d'investir dans 10 ans, ils vont venir tout casser. Alors que les étrangers se disent non, j'y vais, je tente, et puis voilà. Et souvent, ça marche. Les étrangers connaissent plus la RCA que nous, centrafricains. Exactement. Et d'ailleurs, j'abonde dans ton sens, dans la mesure où autrefois, quand vous voyez des étrangers en fait, qui prenaient l'avion pour venir en RCA, tout de suite, ils partaient dans les provinces. Donc, voilà, ils partaient là où il y avait des ressources. Voilà, des diamants. Je pense que quand un étranger décide d'aller s'installer en Afrique, et pour le cas de Centrafrique, il voit quand même que c'est un pays qui a de l'avenir, il voit sa richesse, il voit le potentiel, et puis il voit le climat des affaires quand même. C'est un pays qui est riche, le Centrafrique. Tout à fait. Voilà, en termes de superficie, ça regroupe la France, la Suisse, la Belgique. Il n'y a que 5 millions d'habitants. Il n'y a que 5 millions d'habitants en République centrafricaine. 5 millions, 5 millions d'habitants. Exactement. Donc oui, en effet, c'est intéressant. Alors, ces 5 millions d'habitants, ça peut s'expliquer par plusieurs facteurs. Oui. Des facteurs qui peuvent remonter même jusqu'au début du XXe siècle. Parce qu'il y a eu plusieurs razzias coloniales, en commençant par la guerre qui était au royaume du Wadaï, donc le Tchad aujourd'hui, là où on devait, par des soucis logistiques, l'administration coloniale avait forcé les habitants des villages et des villes à porter, à faire du portage humain. Donc en quelque sorte, c'est du travail forcé sur les autochtones. Il y avait l'ethnie Mandja qui a eu 10 000 morts. Ensuite, ils sont partis chercher les Yakoma. Et la population a été décimée. Quelques années plus tard, il y a eu aussi, lorsque le sultan Sénoussi, qui a fait tuer Paul Crampel, qui voulait faire en fait un continuum entre l'Afrique du Nord et l'Afrique centrale, et la France était venue se venger. Et quelques années plus tard, ils ont signé en fait un accord avec Émile Gentil, ce qui a permis en fait à la France de mettre un pied vraiment dans le nord du pays. Le fait qu'il y ait eu des conflits et qu'en 1911, le sultan Sénoussi se fasse assassiner ou tuer, c'est déjà dans la sous-région, dans la région même en Centrafrique, il y a eu beaucoup de morts. Après, il y a eu la guerre du Congo-Wara, entre 1928 et 1931. Il y avait également beaucoup de morts. Beaucoup de Centrafricains, ou Banquichariens. Et la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Donc c'est un pays, en fait vous allez le voir. Tu peux le voir, Eugénie. C'est un pays finalement méconnu, parce que quand on parle de Centrafrique, pardon pour le cliché, c'est Bokassa, quoi. Mangeur de chair humaine. C'est juste ça. C'est ce qu'on voit. Voilà, les diamants. C'est les diamants. Les diaments de Valéry Giscard d'Estaing, etc. C'est l'image qu'on en a. En fait, on a oublié totalement l'histoire de Centrafrique. On a oublié l'histoire, mais c'est ça qui est dramatique. C'est qu'il y avait le père fondateur, Barthélemy Bokanda, qui avait un vrai projet, qui avait donc fondé le parti Maison. Il a même été élu député à l'Assemblée nationale en France. Oui. Voilà. Il avait des velléités d'indépendance. Ce qui gênait en fait les colons qui étaient dans la chambre de commerce à l'Assemblée nationale. Et ces mêmes colons soutenaient en sourdine donc Dacko, David Dacko. Et lorsque Bokanda fut assassiné donc en 1959, ce qui était prévu, c'était que Abel Goumba donc prenne le pouvoir. Les colons ayant beaucoup plus de pouvoir politique, ils ont fait en sorte que ça soit Dacko qui arrive à la tête du pouvoir, et donc Dacko en a profité donc pour signer donc avec la France bien entendu donc les accords tripartites avec le Congo-Brazzaville, la République centrafricaine, le Congo et le Gabon, si mes souvenirs sont bons. Et dans ces accords tripartites, accords de défense, vous avez donc dans l'article 4 volet 3, c'est dit que la France a droit de prendre les matières premières du pays. Voilà. Et dans le volet 2, tout ce qui est hydrocarbures, que ce soit liquide, gazeux, ça appartient aussi à la France. Voilà. Et en fait, on est toujours dans ce même cas de figure, c'est-à-dire que même si aujourd'hui le président Touadéra a pris un virage à 180 degrés géopolitique, ces accords continuent de rester.
Alors, comment ça se fait justement comment ça se fait que ces accords ont toujours... On ne les dénonce pas, ces accords. Et en fait, on les dénonce. Mais dénoncer, ça veut dire les qu'est-ce qu'il faut faire pour que on dénonce ces accords et qu'on déchire le papier, qu'on dise ça suffit, quoi. C'est de la volonté politique, Eugénie. Aujourd'hui, la République centrafricaine, c'est quoi? C'est 234 milliards de CFA le budget. Donc c'est vraiment. Donc, ça veut dire que le président Touadéra il ne veut pas ou il ne peut pas? Alors, je pense qu'aujourd'hui, il y a des mécanismes qui font que il y a d'autres priorités. Je pense que ça doit probablement être dans un coin de son esprit. Mais comme je disais, par exemple, au niveau, si tu prends le classement de la richesse économique, malgré que c'est un pays qui soit très riche en termes de matières premières, la République centrafricaine, il est dans les derniers. Il est 184e sur 187. Et pareil pour l'IDH, il est dans les derniers. Est-ce qu'avec ce qui se passe actuellement au Mali et au Burkina Faso, c'est pas le moment justement alors il y a une réelle opportunité. Centrafrique et d'autres pays africains de dénoncer ces accords. Alors il y a une réelle opportunité, en effet. Je pense que le président Touadéra, après ça revient. Je ne suis pas dans le gouvernement, mais c'est de la volonté politique. C'est de la volonté politique. Mais il y a une fenêtre aujourd'hui de tir qui est assez intéressante, d'autant plus que les BRICS veulent faire la capitale de Bangui, en fait, la capitale en Afrique centrale. Et il y a eu également aussi ce projet de monnaie alternative avec le Songo Coin, adossé sur les matières premières. Aujourd'hui, voilà. Mais il faudrait qu'on en parle, le Songo Coin. Le Songo Coin, exactement. Et la réécriture de la Constitution. Voilà. Et la réécriture de la Constitution qui va faire bouger les choses. Et la réécriture de la Constitution, en effet, qui aujourd'hui va être soumis à un référendum populaire prochainement. Mais c'est vrai que le Bitcoin, pour revenir sur le Bitcoin, parce que moi c'est un sujet qui m'intéresse énormément, et c'est vrai que ce sujet, quand il a été proposé par le président Touadéra, donc c'est vrai qu'il a été très mal compris par beaucoup de gens de la communauté africaine. Il y en a beaucoup qui disaient... Même par les Centrafricains qui ne comprenaient pas pourquoi le gouvernement a adopté le Bitcoin. D'abord, où ça en est justement? Voilà, et juste, sans dire où ça en est, pour comprendre la démarche qui est derrière, parce que ce que les gens ne savaient pas, c'est que pour faire du Bitcoin, il faut un certain nombre d'infrastructures. Et en fait, le fait de mettre en place un système de Bitcoin, c'était aussi pour attirer un certain nombre d'investisseurs qui vont permettre de créer ce Bitcoin. Et en fait, pour créer ce Bitcoin, ça va attirer, donc pour faire du Bitcoin, il faut de l'énergie. Il faut quel type d'infrastructure pour créer le Bitcoin? Voilà, il faut des infrastructures qui produisent de l'énergie. D'accord. C'est-à-dire qui produit l'énergie, soit avec l'eau, enfin hydro, ou soit avec, Moi, je pensais que ça se passait par des ordinateurs simples. Oui, tout à fait. Mais ce sont effectivement ultra sophistiqués. Voilà, c'est ça. Mais il faut de l'énergie. Voilà, il faut beaucoup d'énergie. Okay. Et en fait, la Centrafrique, par rapport à sa situation géographique, elle a la capacité d'avoir beaucoup de sources d'énergie, pas gratuites, mais enfin en tout cas, il y a la géothermie, il y a l'hydro, enfin voilà. Et donc, la motivation qu'il pourrait avoir, qui pourrait accélérer la mise en place justement de toutes ces centrales électriques, entre guillemets, c'est la fabrication ou la génération de ces bitcoins. Puisque pour créer un bitcoin, il faut énormément de temps, d'énergie et compagnie. Et donc, effectivement, il y a beaucoup d'entreprises qui sont prêtes à investir dans ces centrales électriques. Pourquoi? Parce que, et là on le vit en ce moment en France, en Europe, c'est que le coût de l'énergie qui serait produite en Centrafrique serait extrêmement bas. En fait, c'est vrai que le coût du Bitcoin est lié aussi au coût de l'énergie. Et donc, de créer des centrales électriques en Centrafrique permettrait effectivement de créer ce Bitcoin et en même temps de pouvoir inonder en fait toute la sous-région. Le Centrafrique n'a pas créé, mais il a utilisé le Bitcoin, non? Pour l'instant, elle l'a mis en place. C'est-à-dire qu'ils ont mis un portefeuille, ils ont créé un certain nombre d'éléments. Donc, pour l'instant, ils ont travaillé sur le mécanisme. Okay. Mais en fait, pour l'instant, c'est juste le mécanisme. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que il faut aussi tout l'écosystème, créer tout l'écosystème. Donc, c'est des choses qui vont prendre du temps parce que c'est vrai que les gens, on leur dit oui, on met le Bitcoin, ils pensent que dès demain, ça va être opérationnel. Alors, c'est des choses qui prennent du temps. Ok, on parle de volonté politique. Il le fait pourquoi, le président Touadéra? C'est parce qu'il n'a pas le choix ou parce que, on va dire qu'il est avant-gardiste ou futuriste ou qu'il a une vision pour son pays? Moi, je dirais aussi, pour rebondir dessus... Je pose la question à Marie Poto. Ah, mais il s'y connaît mieux que moi. Ce sont des experts. Mais voilà, tout à fait. Ce sont des experts qui ne sont pas là pour rien. Heureusement, sinon je me serais vraiment sentie un peu toute seule. Non, mais le président Touadéra est un visionnaire.
Parce que nous savons que, par exemple, s'il y a des investisseurs qui viennent en RCA, et ils ne peuvent pas investir sans passer par la France. Ouais. Parfois plus de 50%. C'est ce que prévoient tous les accords. Parfois plus de 50%. C'est le franc CFA en fait. C'est le franc CFA qui est le franc CFA. En fait, le fait d'avoir des bitcoins, excuse-moi, pas de problème, merci. Le fait d'avoir des bitcoins, ça te permet d'avoir des paiements dans un circuit parallèle ou autre que le franc CFA. Voilà, il faut savoir que maintenant c'est peut-être pas dit. On est vraiment attaché à la France. Alors là, disons que pour le Bitcoin, en fait, ça passe pas par les banques centrales. Oui, voilà, du coup, il y a c'est une monnaie qui est complètement décentralisée. Alors c'est l'un des rares pays en Afrique centrale à avoir décidé de mettre en chantier le Bitcoin, de construire ce chantier-là. Pourquoi les autres pays n'emboîtent pas le pas? Alors, il y a d'autres pays qui... Et d'ailleurs, comment est considéré le Centrafrique par rapport aux autres pays? Alors ça, je ne sais pas le dire. Voilà, sur le problème de l'image, en fait. Parce que l'image qu'on en a, c'est encore une fois... l'image de Bokassa, mangeur d'hommes, ou alors les Centrafricains qui sont pauvres... voilà, un peu comme par exemple on considère que le Tchad c'est pas un vrai pays, enfin des choses comme ça. Alors juste avant que Marie puisse répondre, il y a aussi un facteur qui à mon sens est très important, c'est le développement de la fibre optique pour le Bitcoin, et je sais que le président Touadéra en a fait aussi un de ses fers de lance de son programme, parce qu'aujourd'hui le taux de pénétration d'Internet en République centrafricaine il est de 3%. Et récemment, donc, il a lancé... Ouais, exactement, c'est très peu. C'est un des taux les plus bas, en fait, de tout le continent africain. Et le président Touadéra a lancé récemment... il y a 2 ou 3 jours, là, il a lancé... Il y a 2-3 jours, il a officialisé de la fibre optique, de la fibre optique en Centrafrique. Donc, ça va être développé dans les provinces. Oui, parce que c'est vrai que ce qui lie aussi, ce qui est important aussi de dire avec le Bitcoin et toutes ces technologies, c'est que l'Internet et la fibre optique, en tout cas le réseau, il est crucial aussi. Oui. Voilà. Alors, est-ce que j'ai le sentiment que, là on parle du Centrafrique, mais on a le sentiment que l'Afrique est à un tournant. On va toujours citer le cas du Mali, du Burkina, qui disent on ne veut plus de l'armée française chez nous. La France opte en terre, de toutes les manières elle n'a pas d'autre choix que de le faire. Est-ce que d'autres pays vont suivre, notamment le Centrafrique, et puis ce mouvement va être suivi sur l'ensemble de l'Afrique, Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, et qu'est-ce que ça va changer? Alors je vous pose la question à tous les deux, mais à mon invité aussi. Pour le cas du Centrafrique, si on dit bon, on va arrêter avec ces accords avec la France, comment s'en défaire? Est-ce que enfin on pourra se sentir libre dans nos pays? Et quelle sera donc finalement notre relation avec la France? Comment il y aura un rééquilibrage là? Alors, j'ai dit, il y a quelque chose qui est quand même important de rappeler, que beaucoup de gens, à mon sens, ont tendance à oublier, c'est qu'on ne peut pas dissocier exactement ce qui se passe au Mali, au Burkina, du Centrafrique, et vice-versa. Pourquoi? Parce qu'en 1998, le colonel Muammar Kadhafi, lorsqu'il a lancé donc, la CENSAD, donc la communauté des États sahélo-sahéliens, la République centrafricaine fait partie de ces États-là. Donc quand la Libye la Libye a envoyé son armée en République centrafricaine, donc et que la France donc est intervenue avec l'opération Sangaris, c'était aussi quelque part pour pouvoir chasser les Libyens. Oui. Voilà. À mon sens, je pense que le mouvement aujourd'hui que connaît le mouvement géopolitique que connaît l'Afrique, le tournant, il ne va pas s'arrêter qu'aux pays qui ont été cités. Je pense que c'est effet boule de neige parce que les Africains aujourd'hui ont compris. Pourquoi ça prend plus en Afrique de l'Ouest qu'en Afrique centrale? C'est mon point de vue. Mais alors c'est vrai que oui. Bon, c'est vrai que alors je pense pas qu'il y a forcément une course. Mais c'est vrai que les Maliens, enfin en tout cas le Mali, voilà, ils ont pris le courage. C'est une sorte aussi de courage. Et puis ils se sont bien entourés. Moi, là où j'ai trouvé extraordinaire, c'est que par exemple ils ont un corps diplomatique qui est vraiment excellent, oui. Où des juristes qui épluchent tous les accords, et que quand par exemple on leur envoie des attaques, on va dire juridiques ou diplomatiques, ils sont en mesure de pouvoir répondre. C'est vrai aussi qu'il y a la question de la sécurité avec les djihadistes. Enfin, forcément il faut réagir. Pour forcément trouver des solutions aussi. C'est la même chose en fait. Depuis des années, la France est sur le terrain et il ne se passe rien en termes de protection des populations. Oui, tout à fait. Après c'est là où on rentre dans la géopolitique ou de la géostratégie, mais plus de la géopolitique. C'est aussi
je pense que beaucoup de nos présidents sont conscients des choses, mais on ne peut pas bousculer les choses. Les choses sont obligées de se faire petit à petit. On sait très bien que aller trop vite, c'est finir au cercueil, hein, c'est finir dans un cercueil. Donc c'est très délicat. Donc chacun avance ses pions tout doucement. Il y a des accords quand ils doivent être renouvelés, par exemple comme au Cameroun, et ben on les renouvelle pas forcément, mais on fait pas de bruit dessus, on fait semblant d'avoir oublié. Enfin voilà, je pense que chacun essaie d'avancer petit à petit pour essayer de se défaire d'un partenaire qui est bon, un peu encombrant, on va dire, mais enfin en tout cas qui veut rester. Disons que c'est tout un mécanisme dans la mesure où aujourd'hui, on va dire l'Occident de façon générale, hein, ils ont quand même un pouvoir, je ne vais pas dire de nuisance, mais ils ont un pouvoir avec des leviers qui leur permet aujourd'hui d'être encore influents. Aujourd'hui à l'ONU, la majorité des pays qui ont un droit de veto, ce sont des pays occidentaux, et je prends le cas aussi des institutions comme le Fonds monétaire ou comme la Banque mondiale, ce sont aussi également les Occidentaux. Donc, à mon sens, ce qu'il faudrait, c'est, pour pouvoir sortir l'Afrique de ce carcan, c'est créer les États-Unis d'Afrique. C'est une nécessité, et d'autant plus qu'aujourd'hui, avec les mouvements géopolitiques qu'il y a dans le monde, on assiste justement à la réécriture d'un nouvel ordre mondial. Je pense qu'il est nécessaire pour les Africains, si l'Afrique va avoir un avenir au XXIe siècle. Comment créer les États-Unis d'Afrique? Alors, en fait, elles sont en train de se créer. Elles sont en train de se créer, mais effectivement, il faut des leviers qui sont extérieurs, malheureusement, parce que à l'intérieur, on n'a pas forcément toutes les armes, entre guillemets, sans forcément qu'elles soient militaires. Et les outils qu'on utilise, par exemple, ça peut être la BRICS, ça peut être justement la Russie, la Chine. Enfin, ce sont des alliés économiques et stratégiques qui nous permettent effectivement d'avoir de plus en plus. Qui voient aussi leur intérêt. Le cas de la Chine. Tout le monde voit son intérêt. C'est-à-dire que personne. C'est à nous de savoir comment. Personne vient aider l'autre par générosité. C'est-à-dire que chacun a aussi sa position. C'est-à-dire que quand la Russie intervient en Afrique, ça aurait été quand même bien, parce que je dis tous ces pays auxquels on a recours, donc la Russie, bon, avant c'était la France, encore que la France. Et c'est la colonisation, etc., etc. C'est toujours, en fait, c'est nous qui avons besoin des autres. Alors qu'en fait, on est, par essence, puissant. On a tout, en fait, pour être des pays développés, véritablement indépendants. Mais c'est parce qu'en fait, on est arrivé dans un système qui n'était pas le nôtre. C'est-à-dire que l'économie, de manière générale, comment elle s'est constituée. Elle s'est constituée sans nous. Sans nous. Et donc, en fait, ce sont des règles du jeu, quelque part, qu'on ne maîtrise pas. Et c'est maintenant qu'on commence à la maîtriser, à comprendre les règles du jeu, et c'est maintenant qu'on est en train de s'organiser. Mais pour l'instant, tant qu'on est enfariné ou qu'on est au milieu du truc... Qu'est-ce qui a justement suscité cet éveil des consciences, cette prise de conscience? Je pense que c'est des jeunes aussi quand même. Hein. Oui, il y a différents mouvements panafricains. Des jeunes panafricanistes, activistes, notamment sur la question du franc CFA, ça fait beaucoup bouger. Ça a commencé à faire ébranler on va dire le système français. Mais est-ce que la société civile en Centrafrique, justement, est-ce qu'elle existe déjà? Je sais qu'il y a des opposants. Je vais d'abord rebondir sur une des questions précédentes tout à l'heure par rapport à l'image de la Centrafrique vue par le monde et tout ça. C'est vrai qu'à l'époque de Bokassa, c'était plutôt une image dépeinte, le cannibale, tout ça. Mais le président Touadéra a redoré l'image de la Centrafrique. C'est vrai qu'en 2013, quand il y a eu des mercenaires, les gens disaient que c'était un pays qui mangeait les hommes, c'est-à-dire qui mangeait de la chair humaine. C'est pour ça que les gens voyaient la RCA. Mais avec le président Touadéra, qui est un professeur et qui est très proche de la population et qui est un homme très calme et qui réfléchit avant d'agir, les choses changent et il est très respecté. Il est plus respecté à l'étranger, je ne dirais pas forcément qu'en RCA ou bien par les opposants. Donc déjà, il a redoré l'image de la RCA. Si j'ai pu m'engager en politique et sortir, c'est parce qu'il est arrivé au pouvoir et qu'il a une manière de voir les choses qui change de ses prédécesseurs. Alors justement, sans vous couper, Marie Poto, sans te couper, quand il a fait campagne, sa première, quand il est entré en campagne, en 2015. 2015 ouais. 30 décembre 2015. Oui. En fait, on ne l'attendait pas. Du tout. On ne l'attendait pas. C'est-à-dire, il a fait une campagne assez discrète. Je sais qu'il est venu rencontrer
ses compatriotes ici, et puis on a été étonné que ce soit lui qui a été élu, au grand étonnement de ses rivaux. Alors voilà, à quoi c'est dû? Quelle est sa stratégie? Surtout que c'était quelqu'un qui est assez discret. Discret, assez discret. C'est vrai qu'en France, on dit tout travail mérite salaire. Hein, que quand on est payé, c'est pas un exploit, c'est normal. En Centrafrique, ce n'est pas normal. C'est-à-dire quand les gens sont payés tous les mois, on se dit mais où est-ce qu'ils trouvent l'argent? Comment ça se fait et tout ça. Et une de ses qualités, ce qui a fait qu'il a été choisi, élu, c'est parce que quand il est arrivé en tant que Premier ministre de François Bozizé, il n'y a pas eu un seul arriéré de salaire. Alors comment il a réussi cet exploit quand d'autres avant lui n'arrivaient pas en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà avant l'arrivée de Bozizé, il y avait déjà Kolimba et Patassé qui avaient peut-être 40 mois d'arriéré de salaire. Lui, il vient en tant que Premier ministre, on demande à Bozizé et à lui de faire oublier aux Centrafricains ses arriérés de salaire. Il se dit non, quand même, les gens travaillent. On peut trouver quelque chose afin de payer aux gens tous ces arriérés de salaire. Du jamais arrivé avant. Donc les gens ils recevaient... Donc ça veut dire qu'il y avait de l'argent dans les caisses de l'État? Quelque part, pas forcément